Alors du coup, pour le problème numéro 2, ici on vous donne tout un petit bazar. Je vous conseille sincèrement que pour les probas, il faut absolument bien lire les choses. Bien lire les choses, que ça soit les petits détails, que ça soit tout. Parce que lors de mon... Alors je crois que c'était lors de mon deuxième CAPES, j'ai eu un truc de proba, j'ai commencé à écrire, à faire le truc, et en fait, il y avait 2 sous-parties, on va dire. Et en fait, la première sous-partie, voilà, je la fais pépère. Et en fait, la deuxième sous-partie, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ressemble à ce que j'ai fait avant. Et en fait, pourquoi? Parce que j'avais mal lu un truc. Et du coup, j'ai dû recommencer bon, pas grand-chose, mais j'ai dû recommencer un petit peu parce que j'avais mal lu et j'avais loupé un mot. Mais un seul mot qui changeait tout le bazar. Donc bien lire, bien faire attention. Donc attention à tout ça. Oui, bon, ça m'a pas empêché de l'avoir, mais bon. Mais après, je sais que certains ont beaucoup de mal à l'avoir, que certains voilà, galèrent beaucoup. Donc je préfère vous donner les petites choses, etc. Et attention, c'est pas parce que moi je dis que je vous dis que je l'ai eu 2 fois que je considère que c'est facile forcément. Non. Je sais que ça peut être difficile, etc. D'autres, ils l'ont même pas passé, diraient c'est facile, c'est trivial et tout. Hein, Fred, on en connaît qui dirait ça. Mais bon, bref. Mais en tout cas, moi, peu m'importe, le tout, c'est que vous compreniez. Hein, c'est que vous appreniez des choses, que vous soyez prêts, etc. Parce que je sais que c'est une épreuve qui n'est pas facile. Alors, du coup, allez, je me lance. Alors, je bouge pas, hein, sinon je vais me faire mal si je me lance. Oh punaise, il faut vraiment que j'arrête. Alors, petite chose ici, vous voyez, on vous dit montrer qu'on a cette égalité-là. Petite astuce ici, c'est que pour la montrer, en fait, que s'est-il passé? Eh bien, en fait, on n'a pas montré l'égalité. Alors, si tu as vraiment envie de t'embêter, pourquoi pas? Ça me paraît un peu con. Je suis pas sûr que ce soit simple par récurrence, tu vois. Je suis pas sûr que ça soit simple. Alors c'est vrai qu'on vous dit pour tout entier n, mais je suis pas très sûr que là, ça serait une récurrence facile. Parce que... Si. Ok, bah peut-être... Bah allez. Ok, bah oui alors. Euh, en tout cas, ici, vu que c'est... Ici, ce que tu as devant les yeux, c'est une série géométrique. Donc c'est une série géométrique, donc faire par récurrence, c'est pas très utile, quoi. Mais sinon, oui, du coup, par récurrence, après, c'est parce que moi, j'ai pas réfléchi pour la récurrence, mais faites attention parce que des fois, c'est marqué pour tout entier naturel n. Parfois, effectivement, on pense à une récurrence, et parfois, c'est pas nécessaire. Donc, faites attention à ce genre de choses. Vous lancez pas nécessairement sur des récurrences pour ça. Alors, du coup, ici, vous voyez, cette égalité, en fait, on ne l'a pas démontrée elle-même. On a modifié l'égalité. On a pris ce membre-là. Donc on a multiplié par un moins x à gauche et à droite, ou on a ensuite divisé, hein, c'est au choix. Mais voilà, on a modifié la petite égalité pour la démontrer. Et ici, en fait, vu que vous avez une somme finie, il n'y a aucun problème au fait d'additionner des choses, de multiplier, puisqu'on n'a qu'une somme finie. Je vous rappelle que les sommes finies, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors que si c'était une série, vous seriez bien limité pour tout ce que vous pourriez faire. Voilà, donc on vous dit, comme x est différent de 1, moins x est différent de 0, donc on obtient le résultat en divisant. Donc ça, c'était une façon de faire. Alors, ensuite, on vous dit en déduire que pour tout entier naturel n, non nul, et tout nombre x réel x différent de 1, une expression de la somme ici. Cette somme-là, vous reconnaissez peut-être le côté dérivé de la somme.
Alors, AB me demande, pour séparer en deux, il faut que ça soit fini. Alors, effectivement, vous ne pouvez séparer une somme en deux. Enfin, en fait, le produit ici, il est fait à l'intérieur. Et effectivement, la somme est décomposée. Si vous n'aviez pas une somme finie, du coup, effectivement, ici, on aurait la somme pour k égale 0 à n de xk moins xk plus 1. On ne peut séparer la somme que si c'est fini. Dans le cas de série, la seule façon de pouvoir séparer, c'est si les deux séries en elles-mêmes sont convergentes, toutes les deux, et que la somme est convergente. Dans ce cas-là, on peut séparer. Mais sinon, on ne peut pas séparer. De toute façon, c'est simple. Vous prenez la somme, imaginez la somme des 1 sur la série de 1 sur k moins 1 sur k. La différence de 1 sur k et de 1 sur k. Et ben, en fait, la différence fait 0, donc la série converge. Mais si vous séparez, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce que vous avez des choses qui ne convergent pas, et donc, vous avez des choses qui divergent, et du coup, faire séparer la somme en deux trucs qui divergent, ça n'a aucun sens pour les séries. Mais là, c'est fini, donc oui, on peut séparer. Alors, du coup, ici, pour la question 2, alors j'espère que j'ai répondu à ta question, AB. Je crois que c'était AB qui me l'avait posé, ou je ne sais plus qui, donc j'espère que j'ai répondu à je ne sais plus qui. Et que je ne sais plus qui est content de la réponse. Donc ici, on vous demande une expression de ça. Donc ici, clairement, alors ce qui est intéressant, c'est que on vous dit ici, on vous propose deux fonctions, celle-là et celle-là. Alors, elles sont égales par la question d'avant. Donc ça, il n'y a pas de souci, puisqu'on a dit clairement au-dessus, montrer que pour tout entier naturel n et tout nombre x différent de 1, on a l'égalité. Donc les fonctions sont bien égales sur R privé de 1. Puisqu'elles sont égales, et qu'elles sont toutes les deux dérivables, leurs dérivées sont égales. C'est exactement les mêmes fonctions. Donc, en fait, paf, on dérive l'une, on dérive l'autre, elles sont égales, et donc on en déduit une formule. Voilà une petite chose. Alors, on vous dit soit x appartenant à moins 1 ouvert, en déduire la convergence de la série, bidule, donner la valeur de la somme. Alors, clairement, ici, x est inférieur à 1, donc on est sur une série géométrique. Alors, pas tout à fait géométrique à cause du n, mais en tout cas, on se sert des questions au-dessus avec le fait de la somme. Vous vous souvenez que la série, c'est la limite d'une somme des sommes partielles. Donc, on a l'égalité d'avant, donc on fait la limite à gauche et à droite. Paf, paf, ça marche. On est content, ça fait 1 sur 1 moins x carré. Alors, voilà. J'espère que là-dessus ça va. Je pense que c'est pas trop compliqué cette question-là. Alors, grand 2, on vous dit calculer le rayon de convergence SK bidule chouette SK de x. Et on vous dit, en fait, là, on vous met des coefficients binomiaux. Bon, vous n'avez pas à chercher pourquoi, c'est juste on vous les met, point. Et clairement, voilà, on vous dit, on peut utiliser le critère de D'Alembert. Le fameux critère de D'Alembert, c'est... Alors, t'inquiète, je vais revenir sur les rayons de convergence. Le critère de D'Alembert, c'est le coup de faire an plus 1 sur n, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 sur r. 1 sur r avec r le rayon. Donc là, ça tend vers ça, le rapport tend vers 1, le rayon de convergence, c'est donc l'inverse de 1, bon, ici qui vaut 1. Je rappelle que, alors, en fait, ici, alors, je vais parler du rayon juste après, juste dans cette question, justement, on vous dit montrer que SK est dérivable sur moins 1 et que pour tout x bidule chouette, SK S' bidule, voilà. On vous demande ça. On vous dit la série entière SK est dérivable sur l'intérieur de son intervalle de convergence, moins 1 et pour x, moins 1. Clairement, lorsque vous avez une série entière,
elle est continue et dérivable au niveau de l'intérieur de son disque. En fait, c'est sur le disque ouvert qu'elle est continue et dérivable. En dehors, vous ne pouvez rien dire, d'une part, et sur les bords, en 1 et en -1, vous ne pouvez absolument rien dire. C'est quelque chose qui est général et donc on ne peut pas le savoir. Enfin, il y a parfois des méthodes pour le savoir, mais en tout cas, en général, on ne peut rien savoir. Donc, le rayon de convergence, ça vous permet d'assurer la continuité et la dérivabilité sur un disque ouvert, centré en 0, en général. Et voilà, ça vous permet de dire, bah, on est pépère, là-dessus, on peut faire des opérations telles que dériver. Et en revanche, hop, on dérive une série entière. Il n'y a aucun problème de définition. Assurer la continuité et la dérivabilité. As-tu entendu ces mots? Allô? Ah, d'accord. Non, mais vu que parfois vous m'entendez plus, j'ai toujours peur que vous m'entendiez plus en fait. Donc c'est pour ça. Du coup, voilà. Du coup, ici, ça a parfaitement du sens de dériver tout le foutoir, ici, etc. Vous aurez remarqué au début que c'était la SK, c'était à partir de K. Donc il n'y a aucun donc c'est normal qu'il y a NK plus 1, enfin N égale K plus 1 ici, hein, c'est leur définition. Donc en tout cas, voilà, ça a du sens et on peut faire le calcul pépère sans s'inquiéter du côté série qui converge, diverge et autres, puisqu'elles convergent forcément. Pour la question 3, eh bien là, on vous dit gentiment, montrez par récurrence qu'on a ça. Et là, on vous fait une récurrence. Alors, il faut bien distinguer les petites choses. Alors, donc, la récurrence, attention, la récurrence porte sur K. Elle porte sur K, elle porte pas sur le X. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est... Alors, il note un PK, la propriété bidule chouette. Mais du coup, cette ligne ici, c'est l'initialisation. Il ne le détaille pas, mais vous voyez, c'est S de 0. Le X, lui, ça reste X. Ça reste une variable. Donc, initialisation. Ici, l'hérédité. Bon, ça va pour l'instant, les gens? Ok. Hérédité avec l'utilisation de l'hypothèse de récurrence. Et paf, il conclut, mais vous voyez la récurrence en 30 secondes, quoi. Je vous conseille de ne pas la rédiger comme ça. Pas la rédiger comme ça, je pense que le correcteur, il voit ça. Alors, soit il a l'habitude de voir des horreurs comme ça, il va dire ouais, c'est bon. Ou soit il va dire ah mon Dieu, il ne sait pas rédiger. Donc, pensez à bien rédiger les choses. En tout cas, moi, je ne rédigerai pas comme ça. Alors, ensuite, on vous met ce truc et on vous dit indication, on pourra écrire n carré en fonction de 1 parmi n et 2 parmi n. Alors, oula, déjà, vous avez ça, on vous dit ça. Pouf. Alors, comment le trouver? Eh bien, effectivement, c'est pas forcément évident comme ça. Mais en fait, vous voyez, pour aboutir à ce truc-là, en fait, je vous conseille de détailler un petit peu, de faire des essais pour essayer de voir ce que vous obtenez. Mais, parce que quand vous le faites jamais, écrire n carré en fonction de ces deux-là, vous en savez rien. Enfin, à moins que certains ont, je sais pas, des capacités bizarres avec les combinaisons, mais en tout cas, moi, je l'aurais pas trouvé comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude de l'écrire avec n carré avec ça. Donc, paf, paf, ils vous disent ça. Donc, tac, tac, quand vous... Alors, encore une fois, vous êtes... encore une fois, en fait, ils réécrivent. Néanmoins, en fait, il faut aussi se rendre compte que ce que vous avez là, attendez, ça je ne l'ai pas relevé, je suis en train de me dire que c'est embêtant.
Alors, bah en fait, je pense, selon moi, c'est embêtant. Qu'est-ce qui est embêtant? Parce que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Euh, alors, oui, alors non, mais je suis d'accord avec toi que le n carré, on va pas le trouver facilement, mais voilà. Euh, alors, il n'y a pas que le n, il y a pas vraiment, il y a que le n carré, oui, mais ici, vous voyez, on décompose la somme. On décompose la somme et en fait, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce qu'en fait, je vous ai dit, ici, donc, il décompose la somme. Du coup, alors qu'en fait, il part d'une série. En fait, ça n'a pas, de manière correcte, de manière rigoureuse, ça n'a pas vraiment de sens d'écrire dans ce sens-là. Ça aurait plus de sens d'écrire avec les sommes partielles, de décomposer avec les sommes partielles et de faire la limite. Là, ça aurait plus de sens. Pourquoi ça aurait plus de sens? Parce que là, là, en écrivant ça comme ça, vous supposez la convergence. Donc moi, je vous déconseille quand même d'écrire ça comme ça, vraiment de passer par les sommes partielles au départ, faire les limites. Ici, ces deux séries convergent parce que c'est les S2 et S1, ok, mais bah, là, du coup, est-ce que tu as compris, Renaud, ce que je raconte? Ok. Mais du coup, voilà, faites attention parce que eux, ils ont pris des libertés, parce que voilà, on vous dit justifier la convergence, donc c'est forcément ça converge. En plus, en plus, à aucun moment, vous remarquerez que là, à aucun moment, les mecs ne font de phrases pour dire, eh bien, on a donc bien la convergence de la série. Merci, les gars, il va falloir vraiment revoir vos trucs, hein. Donc, en gros, voilà. C'est possible. Oui, effectivement, il y a un cas ici qui est une erreur de frappe. Bien vu, Renaud. Donc il y a une erreur de frappe ici. C'est pas la série de k égale 1 plus infini, c'est n. Bon, c'est une petite erreur de frappe. Et je crois de toute façon qu'il y en a d'autres. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que ça va pour la partie série, les gens? Ouais, bon. De toute façon, les séries, il faudra reprendre pour prendre doucement, mais voilà. Mais au moins, vous savez sur quoi il faudra travailler. Ok, alors, du coup, on va attaquer les probas. Alors, les probas, ici, elles sont intéressantes. Elles sont vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de choses sympathiques. De quoi? Les probas AB qui sont la pire partie? Et Yann, alors oui, je sais que c'est pas forcément simple les séries, mais voilà. Alors, vous allez voir, en fait, c'est pas très compliqué. Je vous assure, je vais vous rendre un peu ça plus simple. J'aime pas les probas de base. Je suis plus algèbre et géométrique proba. Mais vous allez voir, je vais vous décomposer un petit peu ça et je pense que ça ira, hein. On va voir un petit peu ça ensemble. Alors, du coup, ici, on vous dit, on a un espace probabilisé, P, un réel de 0 à 1, X, une variable aléatoire discrète suivant la loi géométrique de paramètres P. Alors, eh ben, ici, en fait, c'est pas des probas beaucoup plus compliqués qu'au lycée, je vais te dire, Yann. Alors, de toute façon, je vais vous détailler. Ici, la partie proba, en fait, j'ai vraiment plus passé de temps là-dessus. C'est fou. Alors, du coup, on vous parle d'un espace probabilisé et X est une variable aléatoire discrète suivant la loi géométrique de paramètre P. C'est-à-dire une variable aléatoire définie sur oméga telle que X de oméga est image dans n étoiles et que pour tout k appartenant à n étoiles, P de x égale k égale P fois 1 moins P puissance k moins 1. Définition de la loi géométrique de paramètre P. Ça, c'est la définition de base que vous devriez savoir. Après, si vous ne la savez pas, voilà, on vous la rappelle. Ils sont gentils. Alors, on vous dit montrer que x admet une espérance et la calculer. Bah, ici, on est sur une variable discrète, donc on est sur une série. Et au niveau des variables continues, c'est une intégrale, sinon c'est une somme.
Et du coup, c'est la fameuse série des k px-k. Donc, hop, on réécrit le px égale k avec les bons trucs. Vous avez donc cette somme. Et celle-là, bah, en fait, ça, c'est quoi? C'est rien d'autre que la série qu'on a vue avant. Et donc, comme on vous dit, d'après la question 2-3, cette série converge car 1 moins p est plus petit que 1. Et converge absolument car c'est une série à terme positif. Ça, c'est vrai. Donc, E de x existe, puisque la série converge, il y a existence. De plus, E de x, bah, c'est juste la série. Et c'est égal à 1 sur p. Alors, là encore, on aurait dû plutôt écrire une limite plutôt qu'une vraiment une série. Mais eux, ils n'en ont rien à cirer. Hein. Ils disent c'est basique. Et voilà. Voilà pour la question 1. Est-ce que la question 1 vous semble déjà pas très compliquée? Ou est-ce que ceux qui ont visiblement du mal avec les probas, est-ce que la question 1, là, elle vous semble tranquille? Bon, je vous laisse écrire. Ensuite, on vous demande pour x carré. Alors, admet-il une espérance? Bon, ça, logiquement, vous devez savoir hein, que c'est k carré fois p de x égale k, la somme en infini. Hop, on fait ce bazar-là. C'est encore une des séries qu'on a vues dans les questions d'avant, que même si vous n'aviez pas répondu, on vous a demandé de montrer qu'on avait tel truc, montrer qu'on avait ci. Donc en fait, vous pouviez ne pas avoir répondu aux questions d'avant, on s'en fiche tant que c'est écrit. Alors, Victorine me demande si pour justifier la convergence d'une série, on peut calculer la limite à l'infini et du coup, cela justifie la convergence. Si vous êtes capable de calculer la limite en l'infini d'une série, oui, clairement, ça justifie la convergence. Néanmoins, il faut faire attention au fait de la variable x, savoir si elle est définie ou pas, etc. Donc, mais sinon, oui, si vous êtes capable de faire la convergence d'une série par la limite pure, oui, ça marche totalement. Voilà pour, j'espère avoir répondu à ta question. Du coup, alors donc pour x carré admet une espérance, x admet une variance, bah, vous avez e de x carré, e de x. Là, c'est rien d'autre que la formule de Koenig-Huygens. Ouais, je sais pas trop bien les prononcer. De toute façon, je vais dire, les mecs, ils sont plus là, donc voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est la formule habituelle de développement de la variance par les deux espérances. Et paf, une étude de tir à l'arc. Alors, je vous explique un peu le truc, parce qu'en fait, il y a tout un texte. En fait, vous avez deux archers. Un premier archer qui va tirer. Et touche sa cible avec une probabilité P1. Et en fait, il va de... Alors, pas de souci. Bah, écoute, bonne nuit à toi, Renaud, et bon courage. Peut-être une prochaine. Du coup, ici, pour cette petite histoire, donc vous avez un premier archer qui tire, et il a une certaine probabilité P qui touche la cible, la fameuse cible. Et cette probabilité, bon, voilà, elle est comprise entre 0 et 1, mais ce qui est intéressant, c'est que il va avoir plusieurs tirs, peut-être, nécessaires pour toucher la cible. Donc, il va parfois peut-être avoir besoin, enfin, il va toucher la cible au bout de n tirs, et du coup, vous avez un archer A2 qui, lui, va devoir toucher la cible, et il n'aura que n coups possibles. En fait, le deuxième, les tirs du second archer, en fait, vont dépendre du tir du premier archer. Et en fait, derrière, il y a plein de choses cachées. En fait, je vous le dis parce que ça a des intérêts derrière. Ok. Oui, mais t'inquiète, on va y venir, hein, la question. T'inquiète pas, Victory. Ok, alors. Donc, petit 4, on vous dit déterminer les valeurs possibles prises par x1. Bah, clairement, ici, l'archer, il a
x1, on vous le dit, c'est une variable aléatoire de nombre de tirs. Du coup, on est clairement dans n étoiles. Parce que c'est pas en 0 tir qui va toucher la cible, donc c'est forcément minimum un tir qui va toucher la cible. Donc x1, la variable aléatoire, est une application de oméga dans n étoiles. Donc voilà, c'est clairement parce que la variable peut prendre des valeurs que de 1 à plus l'infini. Bon, bien sûr, le mec qui met, je sais pas, 2000 tirs et qui touche pas la cible, soit la cible est super loin, soit je sais pas, mais c'est un peu chaud quand même. Alors on s'en fiche, hein, je sais. Alors on vous dit, ici, on introduit pour tout entier naturel non nul i, l'événement EI. Le joueur A1 touche la cible à son ième tir, exprimé pour tout cas appartenant à n étoile, l'événement x1 égale k à l'aide des événements EI, i appartenant à n étoile. Il faut savoir un truc, c'est que les EI, c'est des événements élémentaires. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que s'il a touché x1 égale k, c'est le fait d'avoir touché au ième tir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas touché avant. Donc, il n'a pas touché au premier lancer, donc c'est E1 bar. Et il n'a pas touché au deuxième lancer, etc. Il n'a pas touché jusqu'au K-1, une I1, K-ième, enfin vous avez compris, en cette machin-là, en cette étape-là, il ne l'a pas touché juste avant. Donc c'est l'intersection de tout ce foutoir. Du coup, en fait, vraiment, ces petites intersections de barres, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est tous les tirs qui ont été ratés avant, simplement. Ensuite, déduire la loi de X1. Les événements. En fait, comme on vous le dit, les événements EI sont supposés indépendants. En fait, clairement, souvenez-vous, s'il le touche, en fait, on est à X1, donc c'est le premier archer. Donc s'il le touche à un moment, il arrête. Il le touche, il le tire plus après. Ça n'a plus de sens après, en fait. Donc, clairement, les événements sont indépendants. Et en fait, du coup, P de x1 égale k, en fait, vu que c'est indépendant et qu'on a ici des intersections, eh bien, on va avoir donc le produit des probabilités, à cause vraiment de l'indépendance. Sinon, on ne pourrait pas. Donc, c'est par indépendance de ces événements qu'on a P de l'intersection qui est égal au produit des P de chacun. Et du coup, on a défini dans la partie d'avant Alors, en fait, dans l'énoncé, on vous donne quelques notations de Q1, 1 moins P1, probabilité P1 de toucher sa cible. Donc, en fait, vu que c'est le produit, vous avez bien le produit des Q1 de tous les moments ratés à la puissance K-1 fois le moment où il a réussi. Donc, la probabilité de réussite qui est P1. Donc, on a bien ça. Q1, c'est 1 moins P1, c'est la proba de réussite l'antiproba de réussir, donc 1 moins la proba de pas réussir. Donc voilà. Ensuite, pour la question 7, petit 1, ici, on vous dit calculer P de x1 supérieur à k. En fait, ce qu'il faut bien penser, c'est que ce truc-là, c'est rien d'autre que 1 moins P de x1 inférieur ou égal à k. Donc en fait, c'est ça qu'on utilise ici. C'est le complémentaire. En fait, c'est l'événement complémentaire qu'on a, d'où le fait qu'on fait ici la série de k plus 1 à plus l'infini de tout ça. Enfin, en fait, ça, c'est la définition de ça. Et on a ce bazar-là. Donc voilà. Ça va pour l'instant? Je vous perds pas trop? Ok. Alors, pour montrer que pour tout m n appartenant à n étoile, on a cette proba conditionnelle. En fait, c'est juste la fameuse proba conditionnelle qu'on détaille ici.
le petit calcul qui est ici, et bien sûr, ici, P de x1 supérieur à m, inter x1 supérieur à n plus m, bah, si x1 est plus grand que n plus m, bah, il est aussi plus grand que m, puisque ce sont des entiers naturels, non nuls. Donc l'intersection, c'est forcément P de x1 plus grand que n plus m. Et en fait, grâce aux questions précédentes et aux parties précédentes, hop, vous pouvez définir le bazar, et du coup, ça fait Q1 puissance n, et c'est P de x1 supérieur à n. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails de vas-y, on fait le calcul, on développe, on décompose, etc. Question 8. Alors, question 8. Donc, on dit calculer P de x1 égale x2. Donc, ça signifie rien d'autre que si l'archer 1 tire n fois, en fait, l'archer 2 touchera à la nème étape aussi. Donc, on vous dit, on montrerait de même que x1, x2 de oméga appartient à n étoile. C'est vrai au sens où x1 est lui dans n étoile. Donc, en fait, il y a inclusion. Malgré la situation, on ne peut pas dire, bah, tiens, en fait, il va forcément être plus petit. Non. On dit que c'est n étoile parce que même si x1, lui, à un moment, il s'arrête, enfin, il prend une valeur finie, on va dire, mais cette valeur est sur est sur n étoiles, donc x2, on ne va pas dire oh bah ça dépend de x1. Non, on dit voilà, x2, ça peut être finalement n'importe quoi sur n étoiles, malgré le fait qu'il y a un lien avec x1. Ça, on s'en fiche. Donc, justement, ce fameux bazar, on vous dit, en fait, on vous demande de réécrire le truc, et du coup, bah, en fait, encore une fois, c'est les fameux P2, Q2 avec les intersections qu'on a vues avant. Le fait que tous les événements avant, bah, en fait, le tireur a raté. Donc, c'est les Q2 puissance K-1 et qu'il a réussi à l'étape K, donc c'est le P2. Donc, voilà pour les probas et la raison de ce calcul. On vous dit par indépendance des variables aléatoires x1 et x2. Ils sont en quelque sorte quand même indépendantes, même si la situation ne le semble pas. Mais voilà, il y a quand même l'indépendance. Alors, c'est peut-être indiqué dans le texte, hein, je n'ai pas retenu par cœur. Mais du coup, l'égalité, c'est juste quoi? C'est juste l'intersection des deux. De x1 égale k, x2 égale k, la série pour ce bazar. Et on vous dit indépendance. Donc indépendance, ça veut dire produit. Ça veut dire proba de l'intersection égale le produit des probas. Enfin, vous m'avez compris. En tout cas, ces deux-là sont tenus. Le lien entre cette ligne-là et celle-là, c'est l'indépendance. Voilà. C'est vraiment le côté indépendance qui est dedans. Et en fait, l'indépendance entre les deux variables, vous l'avez au sens où on vous dit, en fait, au début de partie B, on vous dit qu'on considère deux archers qui tirent chacun sur une cible de manière indépendante. Donc voilà. Bon, en fait, c'est peut-être pas encore maintenant le coup du N. Ouais, non, c'est pas encore tout de suite le coup du N. Mais alors, alors attends. Pourquoi Alors, Victory me demande pourquoi la somme est à l'infini et non jusqu'à un n fixé. Alors, elle n'est pas jusqu'à un n fixé parce que je me suis gouré dans ce que j'ai dit avant. C'est la question 11 où on a l'histoire du nombre de cibles. Donc là, c'est vraiment en fait juste donc excusez-moi pour cette info. Mais en fait, c'est juste que là, c'est deux archers qui tirent indépendamment l'un de l'autre. Donc deux archers qui tirent indépendamment l'un de l'autre. Donc là, il n'y a pas de souci. Et donc tous les deux, ici, peuvent tirer jusqu'à l'infini. Oui, on considère... non, c'est pas tant qu'ils tirent indéfiniment, c'est qu'ils peuvent tirer indéfiniment. C'est plus ça, c'est le côté qu'ils peuvent tirer indéfiniment.
Parce que tant qu'il ne touche pas la cible, il tire. Bon, j'espère qu'il dorme entre deux, mais voilà. Et en tout cas pas dans le salon audio, en particulier. Mais voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Victory? Et forcément, je t'ai sûrement induit un peu en erreur dans ce que je racontais. J'en suis désolé. Non, non. X1 et X2 sont dans grand N étoile. X1 et X2 sont dans grand N étoile. Tant qu'il n'y a pas pour l'instant d'histoire de N. Alors, je remets l'énoncé. En fait, je vais le lire comme ça, on l'aura bien tous en tête. On considère deux archers A1 et A2 qui tirent chacun sur une cible de manière indépendante. L'archer A1 respectivement A2 touche sa cible avec une proba P1, respectivement P2, strictement comprise entre 0 et 1. On suppose de plus que les tirs des joueurs sont indépendants les uns des autres. On appelle X1 respectivement X2 la variable aléatoire donnant le tir nécessaire à l'archer A1 resp A2 pour qu'il touche sa cible pour la première fois. On note Q1 égale 1 moins P1, Q2 égale 1 moins P2. Voilà. Donc, en fait, moi, j'étais déjà dans la fin du sujet. Il faut vraiment que j'arrête de bosser tous les sujets à mort. Mais en gros, ici, là, au début, c'est vraiment une situation où vous avez deux archers, qui chacun tire sur une cible. Et donc, il n'y a pas d'histoire pour l'instant de valeur finie. C'est si vous avez, je sais pas, Robin des Bois, et ben Robin des Bois, lui, sa variable aléatoire, elle va être très très genre, sûrement que lui il va faire du 1 à chaque fois. Par contre, si c'est je sais pas trop qui, genre ma voisine qui a déjà un certain âge et qui est pas très douée, elle va pas toucher la cible, hein, je vous le dis. Je pense qu'il faudra même se cacher pour si elle tire. Mais en tout cas, voilà. Ici, votre variable, c'est vraiment dans grand N. Bon, elle me le rend bien, t'inquiète. Bon, et puis elle m'entend pas, elle dort. De toute façon, à cette heure-ci, forcément que ça dort. Ok. Ouais, bon, je suis pas gentil, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas. Est-ce que Victory et Anne, est-ce que vous comprenez, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que les autres, est-ce que je vous ai embrouillé ou est-ce que ça va vous... Est-ce que vous m'en voulez? Est-ce que vous allez me trucider? Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai mis sur la bonne voie? Non, mais en fait, ouais, vous allez voir après, il y a cette histoire de... Victory, la somme est à l'infini parce que on peut avoir n'importe quelle valeur. On peut avoir n'importe quelle valeur de proba. Le mec, il peut faire 10 000 tirs et toujours rater la cible. Il peut en faire 200 000, etc. On est obligé de le faire. Oui, bon, ok. On est obligé de le faire à l'infini parce que ça peut être n'importe quelle valeur entière. Est-ce que ça t'éclaire? À part comme une lampe. Oui, mais n, c'est quelque chose de fini. N, c'est quelque chose de précis. Est-ce que tu es capable de dire... Est-ce que tu es capable de le fixer, ton n, hein, Victory? Est-ce que tu es capable de le fixer? Si tu n'es pas capable de le fixer, ton n, bah, tu peux rien dire. Donc ici, c'est plus l'infini. Ça peut être vraiment n'importe quel truc. De toute façon, tu me mets moi devant une cible, ta cible elle est à 200 mètres, peut-être que je toucherai jamais la cible sur 1 million de trucs, tu vois. Même sur 2 milliards. Enfin voilà. Donc on sait jamais. Alors, du coup, je reviens un peu à ce que je raconte. Du coup, on fait la proba à l'infini, et ensuite on vous dit calculer P de x1 supérieur à x2. Et on vous dit par indépendance des variables x1, x2. Alors du coup, pareil, ici c'est une intersection et un produit par indépendance. On travaille sur la somme, blablabla. Et on vous dit que vaut P de x2 supérieur à x1. Là, c'est la petite question juste pour voir est-ce que vous avez pigé que c'est la même chose.
Est-ce que vous avez pigé qu'en fait x1 et x2 c'est les mêmes trucs et que franchement on s'en fiche de s'il s'appelle x1, x2, x3, x12 et du coup on vous dit hop, par symétrie, bah ça fonctionne. Voilà. Ouais, en fait, globalement, en fait, ici, c'est que l'archer, c'est pas le même. Genre, les archers, ils ont inversé, et puis, en fait, le reste, il est identique, quoi. Donc par symétrie. Ah, voilà cette fameuse partie que je vous disais. Et la fameuse partie qui a fait que je vous ai un peu embrouillé. Donc, question 11. C'est là où, voilà, on vous dit, on réalise à présent, je vais le lire du coup, une deuxième expérience avec les deux archers A1 et A2 de la manière suivante. L'archer A1 tire jusqu'à ce qu'il touche sa cible. On appelle x1 la variable aléatoire donnant le nombre de tirs effectués par le joueur A1 pour qu'il touche sa cible pour la première fois. Ensuite, et là tu vas bien aimer Victory, si x1 prend la valeur n, l'archer A2 effectue n tirs en direction de sa cible dans les mêmes conditions que la première expérience. On définit alors la variable g égale au nombre de fois où la cible a été touchée par l'archer A2. On suppose dans cette partie que P1 égale P2. Et on note P égale P1, P2, Q égale 1 moins P égale bidule chouette, bidule chouette. Donc là, l'archer A1, lui, tire toujours autant qu'il peut, autant qu'il faut, sans s'arrêter. Et seul le moment où il touche, le joueur A2 peut faire seulement autant de tirs. Alors, on vous dit du coup, soit n machin bidule, déterminer la proba conditionnelle qu'on a ça. On distinguera les cas supérieurs à n et cas inférieurs à n. Comme A2 tire n fois, si k est supérieur à n, bah, la proba est nulle. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie rien d'autre qu'il ne peut pas toucher sa cible après plus de fois qu'il ne tire. Si, comme on dit, hein, si k est supérieur à n, bah, cet événement g égale k, ça veut dire que le archer 2 a touché sa cible à la kème fois, qui est plus grand que n. C'est-à-dire que le mec a tiré plus de fois qu'il n'avait le droit. Et ça, c'est pas légal. Et ça, non. Il n'a pas le droit. Alors, oui, voilà, c'est un événement impossible dans la situation qui est là. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce fameux égal à 0. Ensuite, ici, souvenez-vous un peu de la première expérience. On vous a dit, les archers, chacun de leurs tirs est indépendant les uns des autres. Donc, il y a indépendance les uns des autres et on s'intéresse au fait de toucher la cible. Donc, en fait, pourquoi il y a ça? Parce que c'est une loi binomiale de paramètres n et p, ou p et n, hein, au choix. Et c'est pour ça qu'on a ça. En fait, on s'en fiche un petit peu du fait que... Enfin, on s'en fiche pas, mais en fait, ça, c'est juste comprendre que la situation, ici, c'est une loi binomiale. Avec n et c. Est-ce que ça va pour ce côté loi binomiale qui se cache ici? Et est-ce que ça répond à certaines personnes qui m'ont déjà posé la question? Alors, donc je reprends. Ici, G égale K, P de X1 égale N. Si K est inférieur à N, c'est-à-dire que l'archer 2, il va toucher sa cible à la kème position, à la kème tir, pardon, parmi les N possibles, parmi les N qu'il a le droit. Chaque tir est indépendant des autres. Donc il a une probabilité. Ok. Bon. Donc je répète une fois. Donc ici, cette proba ici, cet événement, c'est juste le fait que l'archer 2, il a n tirs possibles et qu'il va tirer. Il va tirer k fois parmi les n.
pour toucher sa cible. Et à chaque fois qu'il tire, il a une certaine proba P. Donc c'est une proba échec ou succès, à chaque fois. Donc, clairement, c'est ici finalement une loi binomiale. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que ceux qui n'avaient pas compris, là, que je ne sais plus qui c'est? En fait, c'est vraiment dire, hop, on a... En fait, vous pourriez faire un arbre. Vous pourriez bêtement faire un arbre avec n, enfin 2 puissance n branches, en l'occurrence, et en fait, où vous auriez soit touché, soit raté. Et en fait ici, clairement, alors petite précision, ici on vous dit G est égal au nombre de fois où la cible a été touchée par l'archer A2. Donc c'est plus tant le mec qui n'arrête pas quand il touche une fois en fait. Là, c'est par contre, il fait les n tirs et il touche qu'à fois. Et on veut la proba qui touche qu'à fois. C'est comme si vous lanciez une pièce n fois et vous voulez savoir qu'à fois combien ça fonctionne. Bon, votre pièce, elle est un peu bizarre vu qu'elle a une proba P, pas un demi, mais voilà. Oui, c'est ça. Si on avait eu x1 égale 1, ça veut dire effectivement que l'archer 2 n'aurait eu qu'un tir pour toucher la cible. Et dans ce cas-là, il aurait eu P, une proba de P de toucher. En fait, c'est vraiment ce côté-là. C'est un peu comme si vous lanciez un dé et que le nombre que vous obtenez, en fait, une autre personne a autant de fois la possibilité de lancer quelque chose, une pièce par exemple, ou je ne sais quoi. Bon, on va continuer, peut-être qu'il y a certaines choses qui seront un peu plus claires par la suite. Alors, donc le 2, on vous dit, montrait que P de G égale K, c'est le K puissance K-1, K plus 1, avec la somme de tout ça. En fait, ici, c'est la fameuse... Ici, en fait, vous avez un système complet d'événements, parce qu'on regarde non plus le côté conditionnel pur, mais on regarde cet événement-là avec toutes les valeurs de x1. Toutes les valeurs de x1 possibles, d'où le côté infini. Et en fait, on utilise la formule des probabilités totales, qui est celle-là, le fait que G de P de G égale K, c'est P de x1 égale n fois P de x1 égale n, G égale K. Ça, c'est la fameuse formule des probabilités totales, qui veut juste dire, qui est juste la probabilité que le tireur K, l'archer A2, pardon, il touche K fois sa cible, quel que soit le nombre le nombre n qu'obtient x1. Est-ce que vous comprenez cette proba? Est-ce que vous comprenez cette formule de proba ici? Ouais. Alors, du coup, P de G égale K. Ce qui nous intéresse, c'est de voir la probabilité que l'archer 2 touche K fois sa cible, quelle que soit la valeur que l'archer 1 aura obtenue à toucher sa cible à lui. Est-ce que là, ça va? Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous comprenez mieux ou pas? Alors ça, c'est juste pour la première ligne, hein, je parle. J'ai pas encore parlé de la suite. Oui, c'est ça en gros. Tu as raison, Victorie. En fait, la question 1, en gros, on s'intéressait comme si l'archer x1, voilà, il avait fixé et il avait touché au nème tir sa cible, et du coup, on regardait ce qui se passait pour l'archer 2. En gros, on s'en tapait un petit peu de l'archer 1. Enfin, on fixait l'archer 1 et on regardait ce qui se passait pour l'archer 2. Là, on regarde juste l'archer 2. Est-ce que ça va mieux pour tout le monde?
pour cette ligne-là? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient mal compris et on a d'autres qui dorment. Heureusement, ils ronflent pas pour l'instant. Mais dites-moi si vous comprenez tous ou pas. Néanmoins, et c'est là que la question va être importante pour certains. Ici, regardez-moi cette petite chose. On est sur une somme de 1 à l'infini. Et là, on a un 0 et on a une somme de k à plus l'infini. Mais pourquoi? Pourquoi on a ça? Eh bien, c'est très simple. C'est extrêmement simple. Ici, si on a k, ça veut dire que là, c'est-à-dire que ici, on a n à partir de k jusqu'à plus l'infini. Ce que ça représente par rapport à là, ici, parce que là, ils ont changé tout de suite, ces gens, mais ils auraient pu laisser ça pour une étape intermédiaire que vous compreniez les choses. Ici, on regarde quoi? On regarde les probabilités de x1 égale n, avec n égale à k ou plus grand, des p de x1, enfin, que l'archet 2 touche k fois parmi les n, et n allant de k à plus l'infini. Ce qui manque ici, c'est le n égale 1 à k moins 1, qui correspondrait à quoi? Ça correspondrait en fait ici à p de x1 avec n plus petit que k, et ici ça serait donc la probabilité que l'archet de 2 touche k fois sa cible, sachant qu'il n'a que moins de k tirs. Alors si vous trouvez un moyen de toucher k fois une cible avec moins de tirs que k, vous êtes fort. Et du coup, forcément, cette proba-là vaut 0. Et du coup, c'est pour ça qu'on a 0 ici. On a 0 ici, c'est pour ça qu'on commence à n égale k. Bref, du coup, on a n égale k. Le 0, il est là vraiment pour dire, tiens, attention à ça. Moi, ça me permet de vous l'expliquer. Et hop, on continue le calcul, puis blabla. Voilà pour le calcul. Alors, pour la question 3. Pour la question 3, on vous demande de montrer ça. Donc en fait, c'est quoi? C'est montrer en fait, c'est repartir de la somme précédente. Ce qui est bien, c'est que même si vous n'aviez pas su détailler, vous aviez ce résultat. Donc, ça ne vous empêchait pas de le répondre. Et en fait, comme on vous le dit, d'après la question grand 2, donc qui était avant, c'était les fameux SK. Et en fait, alors pas DSK, hein, SK tout court. Vous voyez, il faut pas me laisser partir en cacahuète non plus. Mais en gros, vous y avez votre calcul, etc. Et vous aviez, hop, votre résultat. Et ce fameux SK de K carré, en fait, c'était le grand A, grand 2, grand petit 3. Pour être très précis, parce qu'ils mettent d'après la question 2, mais moi je tiens à vous préciser que c'est le grand A, grand 2, petit 3. Pour le petit détail. Voilà, est-ce que ça va? Est-ce que pour l'instant vous comprenez tout ce que je raconte, etc. Alors du coup, à la question 4, on vous met montrer que G admet une espérance, que celle-ci va interpréter ce résultat. L'espérance, encore une fois, c'est encore cette histoire de somme. Le SK, c'était dans le grand A, grand 2, petit 3. C'était une des séries, si tu veux. C'était une des séries. Mais en fait, vu qu'elle n'est pas vraiment, elle n'est pas beaucoup. En fait, c'est juste une utilisation du truc précédent. Tout est en lien, en fait, hein, dans le CAPES. Ils vous mettent des liens un peu partout, et puis voilà. Encore faut-il y penser avec le stress et tout le foutoir. Mais ça, c'est autre chose. On vous dit ici montrer que G admet une espérance, ça veut dire que cette série-là converge. Donc encore une fois, ils ont écrit ça sous la forme d'une série et c'est pas très bien. Il faudrait faire ça une somme partielle, mais bon, que voulez-vous? C'est pas moi qui l'ai fait. Attends, ouais, c'est bon. Du coup, cette égalité-là, en fait, vous l'avez via la question précédente. Parce qu'en fait, vous avez ça fois ça, qui en fait était dans la question précédente, qui est là. Sauf que cette somme dépend de K. K ne fait varier que ce morceau-là. Ça non. Donc vous avez le droit de le sortir par linéarité. Donc vous avez le droit de le sortir et paf, ça vous fait ça. Donc
ça, en fait, c'est juste la réécriture de P de G, la proba de G égale K, avec ça, déjà, qu'on vous met ici. Et après, bah, c'est la fameuse... Ça, c'est rien d'autre que S1 de K, K plus 1. Effectivement, on sert encore de la partie A. Et comme 0 est, enfin, comme Q est compris entre 0 et 1 exclu ouvert, et donc 0 est compris entre Q et 1 plus Q 1,5, la série converge absolument. Pourquoi on commence à K égale 1 et pas 0 ? Bah parce que 0, ça fait 0. En fait, c'est tout. 0. En fait, si c'est 0, bah ça fait 0. Donc en fait, c'est pareil de commencer à 1 que de commencer à 0. C'est tout. C'est juste un truc tout bête, en fait. Mais oui, des fois, on se demande quoi, mais... Alors, bon, ça, c'est plus une erreur de leur part. C'est plus une erreur. Mais parfois, on peut aussi noter les séries comme ça et puis pas mettre de borne pour dire, allez, tu vas jusqu'à n'importe quoi. Mais c'est plus infini. Là, c'est plus une erreur, un oubli. Voilà. Donc, on a ça. Donc, en fait, vous avez la fameuse S1 de K, K plus 1. On rejustifie que la série converge absolument. Donc, G possède une espérance parce que ça converge. Donc ça c'est défini, donc E de G égale ça existe, et en plus quand on fait le calcul, ça fait 1. Et paf. Et on vous dit, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, l'espérance, je vous rappelle que c'est une moyenne, l'archer 2 touche une seule fois sa cible, tout comme l'archer 1, et ceci provient du fait que P1 égale P2. Donc super, en fait, ils tirent, mais ça sert pas à grand chose pour eux. Enfin, si, ils s'entraînent, mais voilà. Est-ce que ça va pour cette partie B? Alors, du coup, je continue. Alors, partie C, étude d'une variable discrète sans mémoire. On vous dit, hein, une variable discrète à valeur dans n est dite sans mémoire si pour tout y supérieur ou égal à m, y est supérieur ou égal à n plus m, et que ça, alors, pardon, que la proba que y soit supérieur ou égal à n plus m, sachant que y est supérieur à m, et ben en fait c'est la même proba que y supérieur à n. Ça veut juste dire qu'en gros, même s'il y a m temps qui sont déjà passés, d'accord, s'il y a déjà m temps qui sont passés, m trucs qui sont déjà faits, ben en fait on s'en fiche. C'est pareil que s'il n'y avait rien eu du tout. Et ce qui se passe par contre, c'est que ça, vous devriez potentiellement déjà le connaître, puisque c'est une propriété de la loi exponentielle. C'est la propriété de la loi exponentielle qui est sans mémoire. Bon, c'est une variable aléatoire réelle, la loi exponentielle, mais voilà, c'est un exemple de loi sans mémoire. Alors, on vous dit montrer que P de Y supérieur ou égal à 1 égale Q, en déduire que 0 inférieur à Q inférieur ou égal à 1. Alors, du coup, on vous dit, comme Y prend ses valeurs dans grand N, P de Y supérieur ou égal à 1, bah, c'est 1 moins P de Y égale 0. Et P de Y égale 0, on vous l'a mis ici, c'est P. Sauf que là, c'est 1 moins P, puisque c'est 1 moins P de Y égale 0, donc c'est Q. Paf. Et voilà, vous avez le résultat. Et donc 0 est plus petit ou égal que Q, plus petit ou égal que 1. De plus, par hypothèse sur Y, Q est strictement positif. En effet, vous l'avez ici. On vous dit pour tout entier naturel n, P de Y supérieur à n est strictement positif. Donc, vous avez bien ici la preuve que finalement Q est strictement positif. Alors, c'est pas tant avec les entiers qu'il faut le savoir, mais plus avec les réels. Mais bon, c'est la même chose, ouais. Alors,
du coup, bon, il y a deux versions. Tu as juste grand N, tu changes en R. Je vais dire, c'est pas non plus beaucoup différent. Alors, du coup, grand 13. Alors attendez, est-ce que j'avais d'autres trucs? Ah oui, oui, si. Je dois vous dire un truc, les petits, les gens, ou je sais pas quoi. Donc, on vous dit, Y prend ses valeurs dans grand N. Ce qui est important ici, c'est que donc ça veut dire que c'est minoré. Et je vous rappelle pourquoi. Ça vient de la propriété que toute partie de grand N est, est minorée, en tout cas admet un plus petit élément. C'est ça qui est important. C'est ça qui se cache ici derrière en fait. C'est pour ça qu'on peut faire ce 1 moins P de Y égale 0. C'est parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. C'est caché. Donc voilà, je vous le dis en plus. Ensuite, montrer que pour tout Mn, on a ce bazar-là. Et bien, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que ça, pour montrer ça, en fait, derrière, il y a encore eu une réécriture. Vous le voyez ici. En fait, P de Y supérieur à M, par rapport à ce qu'on a vu avant ici, ben, alors ils ont juste inversé M et N, mais on s'en fiche, hein, c'est la même chose. C'est même un peu bête de ne pas avoir fait avec N, mais c'est pas grave. Du coup, c'est la proba, c'est l'histoire du sans mémoire. Donc c'est la proba conditionnelle. La proba conditionnelle, c'est ce rapport-là, cette intersection-là. Du coup, on a ça. Du coup, vous avez ça égale ça, et du coup, vous avez ça. C'est donc là, parfois, besoin de réécriture, proba conditionnelle ici, et conclusion. Voilà un petit peu ce qui se cache dans tout ce petit bazar. Ensuite, 14. 14. Alors, du coup, on vous dit montrer que la suite UN est géométrique et préciser sa raison. Alors, comment on vous dit? On vous dit, d'après la question précédente, pour M égale 1. Alors, parce que vous avez ici, hein, le UN égale P de Y supérieur à N. Donc, le M égale à 1. En fait, avec ce produit-là, vous l'avez ici. Vous l'avez ici exactement. Dans la question donc 12, en fait. Enfin, vous avez ce produit qui est dans la question 12, finalement, avec le P de Y qui est supérieur ou égal à 1, qui vaut Q, via la question 12, encore une fois. Donc, en fait, vous avez ce petit truc, et vous... Alors, ici, vous pourriez préciser, par récurrence immédiate, on a tel truc. Ou, à la limite, là, direct, vous avez UN plus 1 égale Q UN, la suite UN est donc une suite géométrique de raison Q. Là, vous n'avez pas besoin de détailler, hein. Vous êtes censé quand même connaître la suite géométrique, hein. C'est pas non plus le truc très compliqué. Question 2, on vous dit pour tout entier naturel n, exprimer P de Y supérieur à n en fonction de n et de Q. Donc là, c'est le coup de la suite géométrique qui est changé avec, vous savez, le coup de la récurrence, donc l'autre écriture. Et ici, à la limite, vous pourriez rajouter, ici par contre, vous devriez rajouter quand même que c'est une suite géométrique, donc soit par récurrence immédiate, on a ça, paf. Ou soit par utilisation directe de UN égale Q puissance N U0, on a ça. T'as pas Dans la question d'avant, tu parles? Que t'as pas compris le Q? En fait, il vient de P de I. En fait, il vient de ça. T'as P de Y supérieur ou égal à 1 fois celui-là. Oula. Non, mais ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Ne fais juste pas ça du tout. En fait, tu as UN égale ça. D'accord? Tu as UN égale ça. Donc, tu as UN plus 1 égale P de Y supérieur à N plus 1. Donc, c'est P de Y supérieur à N plus 1. Donc, M ou N, on s'en fiche. L'un des deux est égal à 1. Par la question 12,
tu n'as que P dessus Y supérieur à 1, c'est égal à Q. Donc, si l'un des deux est égal à 1, bah, en fait, tu as ce nombre-là qui apparaît, et il vaut Q. Donc, hop, le Q apparaît, et il apparaît ici. Est-ce que tu vois ou pas? Alors, Marinette, je vois que tu écris, donc je vais peut-être attendre ta question. Oui, en fait, oui, quand tu fais ton rapport, tu as quand même ton P de Y supérieur ou égal à 1, comme dit Marinette, elle a raison. Il y a le Q égal, en fait, il y a quand même ton truc égal Q par rapport à la question 12. Donc oui, en fait, tu devrais l'avoir quand même, le petit Q ici. Voilà. Merci Marinette pour cette petite intervention qui a bien fait. Parce que du coup, je suis partout en même temps. Dans les deux sens, en fait, en plus. Attendez, donc moi, j'ai fait quoi maintenant? Je me suis perdu tout seul. Je crois que je fais le 3 maintenant. Ouais, je crois que je suis au 3. Donc, le 3, on vous dit montrer que pour tout entier n, P de Y égale n égale P de Y supérieur à n moins P de Y supérieur ou égal à n plus 1. Ici, les probas, elles sont incompatibles. Elles sont incompatibles ici parce que vous ne pouvez pas avoir Y supérieur à n plus 1 et Y égale à n. C'est pas possible. Soit vous ne pouvez pas l'avoir à fois quelque chose de plus grand et quelquefois quelque chose de égal à n. C'est un peu bizarre. Donc ils sont incompatibles. Du coup, vous pouvez écrire ça comme une union. Des événements incompatibles, c'est des événements qui ont une intersection vide. Tu ne peux pas avoir Y supérieur à n plus 1 inter Y égale 0. Y égale n. C'est le fait que l'intersection est vide, en fait, entre les deux événements. C'est vraiment le côté où ils ne peuvent pas se réaliser tous les deux. Voilà. Est-ce que ça t'éclaire plus? Et du coup, ici, donc ici P de Y supérieur à n, eh bien, on vous le fait ici, c'est bien l'union de l'événement Y égale n avec Y supérieur égal à n plus 1. Parce que si Y est égal à n ou il est supérieur à n plus 1, bah, il est supérieur ou égal à n. Donc l'union, elle, a du sens. Mais je vous rappelle que P de A union B, c'est normalement P de A plus P de B moins P de l'intersection. Non mais t'inquiète, je vais y venir de ce plus, je vais y venir. Donc normalement, quand vous avez une union, l'addition, vous devez soustraire l'intersection. Vous vous souvenez de ça? Cette fameuse intersection que vous devez soustraire. Donc ici, on ne veut pas. Ici, l'intersection, vu qu'il est compatible, est égale à 0. Donc on a bien P de Y supérieur à n égale P de Y égale n plus P de Y supérieur ou égal à n plus 1. Néanmoins, oui, là, il y a un plus. Mais il y a un plus pourquoi? Parce que c'est P de Y égale n égale et pas P de Y supérieur à n. Donc, en fait, il faut juste faire bouger les bazars. Vous avez juste deux égalités qui sont identiques. C'est juste que là, vous avez, si vous faites moins P de Y supérieur à n plus 1 à gauche et à droite, en fait, vous retrouvez l'égalité de départ. C'est juste une histoire de réécriture. Alors, ensuite, on vous dit pour la question 4, on vous dit en déduire que bidule chouette égale bidule. Du coup, on vous dit, d'après la question 14.2, vous avez ça. Et en fait, pourquoi? Parce que ce truc-là, cette différence des QN, là, en fait, ça vient de la question précédente. Ça vient exactement de ça. Ça vient exactement de ça que vous avez, qui est là. Et en fait, ça vient de ça via la question 14.2. En fait, la 14.2, elle dit ça, c'est que P de YN supérieur à N, bah, en fait, il est là, en fait, il est bien visible. En fait, vous voyez,
ici, P de Y supérieur à N, c'est Q puissance N. Avec la question précédente, on a cette différence, donc on a la différence des Q puissance N et N plus 1. Voilà, en fait, ce qui se cache. Donc, vous voyez, en fait, cette question, c'est juste, paf, on mélange les questions d'avant. C'est même pas genre, tiens, on va appliquer le théorème de Jean-Jacques Robert du XVIIIe siècle en proba. Donc, je disais, je redis vite fait, hein, remets-toi sur le vidéo. Donc, je redis. La question 4, on vous dit, d'après la question 14.2, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ici, c'est la question précédente. En fait, ce qui me manque ici, c'est que P de Y égale N, en fait, on utilise ça, cette différence-là. D'après la question bidule 14.2, là, c'est que P de Y supérieur à N, c'est Q puissance N, donc celui-là, c'est Q puissance N plus 1. Il y a cette différence, hop, on fait la différence avec ça. En fait, on mélange 3 questions, et puis on obtient le résultat. Et puis on factorise, et puis paf paf, et puis on est content. Et vous voyez, on n'a du coup pas utilisé le théorème de Jean-Pierre, je sais pas qui. Oui, il faut vraiment que j'arrête avec les noms bizarres. De toute façon, je retiens jamais les noms. Donc voilà. Ensuite, question 5. Allez, en déduire que Q est différent de 1. C'est parti. Bon, en fait, là, on fait un raisonnement par l'absurde. On vous dit si Q égale 1, alors P égale 0. Alors pour tout n, P de Y, n égale 0, sauf qu'on vous a dit au départ, parce que P c'est 1 moins Q. Vu que P c'est 1 moins Q, si Q égale 1, P vaut 0. Voilà. Et du coup, ici on vous dit P, du coup que P de YN, c'est 0, sauf qu'au début de l'énoncé, au tout début, on vous disait ouais mais attention, du coup on vous dit P de oméga, normalement c'est censé être 1, mais c'est aussi la somme infinie des probas de YN parce que c'est des événements élémentaires. Sauf que du coup, s'ils sont tous égaux à 0, ça vaut 0, et sauf que 1 égale 0, c'est pas vrai. Donc c'est pas possible, donc c'est absurde. Voilà, je vous le fais en 30 secondes. J'espère que vous avez compris cette chose. Dites un peu trop vite, mais voilà. Hein. Alors, donc je continue. Question 15. Question 15. On vous dit reconnaître la loi suivie par la variable aléatoire y plus 1. Ah, c'est quoi cette loi? Du coup, si vous savez pas, c'est pas. Alors ici, question 15. Alors, je vais vous donner une astuce de la mort qui tue. Parce que la mort, elle tue. Bon, après, ça dépend. Enfin, non, je crois que c'est tout le temps. Donc, ici, on vous dit reconnaître la loi suivie par la variable aléatoire y plus 1. Les gens, est-ce que, comme ça, vous sauriez forcément ce que c'est que cette loi? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Alors, pas de chance, c'est pas la loi normale. Eh bien, vous voyez, à la limite, je vais vous dire, il faut que vous appreniez à lire, hein, les gens. Il faut que vous appreniez à lire. Pourquoi il faut apprendre à lire? Parce que c'est marqué dans la question suivante, dans la question 16. C'est marqué conclure que y est sans mémoire si et seulement si y plus 1 est une variable aléatoire de loi géométrique de paramètres p compris entre 0 et 1. Je vais le dire, sincèrement, vous y allez au culot. Vous voyez que c'est marqué ça dans la question suivante. Il faut recopier, c'est tout. C'est tout bête. C'est tout bête. Et en plus, c'est vraiment des petites astuces comme ça. Hein. Je plaisante pas avec cette astuce. C'est vraiment des astuces de bonne lecture de sujet qui fait que des fois, vous avez des réponses ailleurs. Clairement. Bon, si, tu vois un petit peu ici, regarde. Ici, ils justifient un petit peu, ils expliquent le truc. Donc si, il faudrait justifier un peu, tu vois. Mais même si t'as pas justifié, le fait que tu as le bon truc, ça montre deux choses. Ça montre soit que tu sais lire, avec tac tac, soit tu as senti le truc, et puis paf, tu l'as mis, ou soit tu as lu le truc et tu as senti le truc.
Enfin, disons que c'est pas mal de mettre une petite réponse, tu vois. Même si là, t'as pas justifié, parce que c'est pas non plus une question compliquée, on va dire. Mais voilà. Voilà, il justifie juste en disant posons z égale y plus 1, z oméga, c'est n étoile, et pour tout n appartenant à un grand n, p de z égale n, c'est p de y égale n moins 1, bah c'est pq n-1, donc z suit une loi géométrique de paramètre p. Youhou! C'est fun. C'est fun. Ouais, c'est super fun. Voilà. Donc, ensuite, alors là, je vais pas forcément vraiment détailler. Alors, c'est très moche parce qu'en fait, ils vous disent ici, si et seulement si, donc double équivalence, enfin non, équivalence tout court, double implication. Je suis un peu bête avec ma double équivalence, mais c'est pas grave. En fait, il faut bien lire ce foutoir parce qu'en fait, il y a une première implication qui est là. Donc, si y est sans mémoire, loi sans mémoire, d'après la question 15, alors c'est bête de mettre xvy, hein, mais c'est pas grave. Donc, d'après la question 15, y plus 1 suit une loi géométrique de paramètres bidule chouette. Hop, ça c'est une partie. Ça c'est une première partie. Et ensuite, on vous dit réciproquement, y plus 1 suit une loi géométrique de paramètres bidule chouette. Alors pour tout, on en déduit qu'on a tout ça. Et regardez, ici, en fait, on a le fait, cet endroit, le fait que c'est sans mémoire. Le fait que y est sans mémoire. Par le fait du rapport qu'on a par rapport aux toutes les choses qu'on avait avant, etc. Et puis on en déduit qu'y est sans mémoire. Ok. Ok, allez, je continue, donc je fonce. De toute façon, on est sur la dernière partie. Ouhou, attention, dernière partie. On est sur la ligne droite. Alors, pas sur le Tour de France, vu qu'il a été annulé. Et puis, de toute façon, moi, j'aime pas le Tour de France, donc ça règle le truc. Alors, bah, en même temps, j'ai des machins qui roulent sur un vélo. Je vois plein de grand-mères qui roulent sur un vélo, moi. Enfin, bref. Oui, j'habite à la campagne, alors. Ah oui, il est reporté, c'est vrai. Ok. Alors, du coup, enfin bon, de toute façon, reporté ou pas. Du coup, partie D, taux de panne d'une variable aléatoire, d'une variable discrète. Oh, il marque peut-être le mot aléatoire, mais on s'en fiche. Donc on dit soit Z appartenant. En fait, on vous explique ce que c'est que le taux de panne, blablabla, blablabla, on est content. Et on vous dit, montrer que pour tout entier n, on a ça. Eh bien, en fait, ici, que fait-on? En fait, on est ici dans le truc tout bête, qu'on fait 1 moins lambda n, on se sert de ça, et 1 moins la proba de celui-là, c'est rien d'autre que la proba contraire. L'événement contraire, qui est le fait que z soit différent de n. Le sachant que, il ne change pas. Il ne change pas, il n'a pas de raison de changer. C'est l'événement ici qui a une raison de changer. La condition n'a absolument aucune raison de changer. Et du coup, proba conditionnel, donc paf, vous écrivez ça, on est content, avec l'intersection, et vous écrivez ça. L'intersection de ça, bah, c'est le fait que n, vous ne pouvez pas le prendre, donc bah, c'est n plus 1. Hein. Donc on a finalement la même chose que ce qui est demandé. Et voilà. Bah, le différent, il vient du fait que l'événement contraire de z l'événement contraire de z égale n, ben c'est z différent de n. Le sachant que, il change pas. Le sachant que, il change pas, c'est vraiment juste le z égale n. Son événement contraire, c'est z différent de n. Donc cette proba-là, c'est 1 moins la proba de celui-là. Voilà. Oui, Anne, tu as raison. Le signe différent est fait au fait qu'on a pris l'événement contraire. Tu as raison. Mais le sachant que, lui, il change pas. Hein. C'est vraiment juste l'événement, le gros truc, le z égale n, qui change.
qui nous intéresse, sachant que lui, il change pas. Hop, il détaille, il fait le bazar, et tac, il met ça. Alors maintenant, on vous dit, vérifiez alors que pour tout entier naturel n, on a 0 plus petit ou égal que lambda n, inférieur à 1. On vous dit, comme lambda n est la proba d'un événement, vous avez forcément l'inégalité. Ça, c'est logique. Mais si lambda n égale 1, eh bien, P de z supérieur ou égal à n plus 1, ça sera égal à 0. Pourquoi ça sera égal à 0? Eh bien, ça vient en fait de... alors, ça vient de la question... alors, attendez. Alors, oui, ça vient toujours de ce qu'il y avait au-dessus. Mais en fait, là où... Pourquoi c'est exclu? Parce que ici, on a ça. Le P de Z supérieur à N qui est supérieur à 0. D'accord? En fait, c'est exclu à cause de ça. C'est juste que j'ai fait une flèche pour montrer ça sur ma feuille. Et je me suis dit, mais par rapport à quoi je l'ai mis? En fait, j'aurais dû entourer exclu. Mais c'est juste que j'ai pas entouré ce qu'il fallait. Alors, merci de couper le micro. Ah oui, et du coup, on vous dit que c'est exclu, donc lambda n est strictement inférieur à 1. Voilà, on est content, on est super content, on a fait la petite question, blabla, voilà. Alors, ensuite, on vous dit, montrez que pour tout entier naturel n non nul, P de z supérieur à n, c'est ce truc-là. Eh bien, ce truc-là, vous avez le 1 moins lambda. Le 1 moins lambda, vous le retrouvez dans les questions ici. Et ce 1 moins lambda, le produit, c'est rien d'autre que le produit de cela, de ces rapports-là. D'où le fait que dans la correction, on vous fait le produit de cela, c'est égal au produit de ça, du rapport, par rapport à la question là. Et ça, eh ben, il y a indépendance. Enfin non, déjà, il y a le produit. Le produit d'un rapport, c'est le rapport des produits, parce que c'est fini, encore une fois, c'est un produit fini. Si c'était un produit infini, on ne pourrait pas le faire comme ça. Ensuite, en fait, ici, il y a une simplification parce que vous voyez, ici, c'est de K0 à N-1, là, de K égale 1 à N. Donc, en fait, alors que les termes là sont les mêmes, donc en fait, il y a une simplification. Il reste 0 en bas et il reste le terme N en haut. Est-ce que vous la voyez, la simplification? C'est juste une simplification de produit. Hein. C'est juste une simplification de produit et ça vous donne ce rapport-là. Et ce rapport-là, et ben paf, il vous donne ça. Voilà, il vous donne ça. Passons à la 18. Non. Non, enfin, je vois pas de changement de variable, moi. Je t'avoue. Alors peut-être qu'il y a un changement de variable que je ne vois pas et que toi, avec tes yeux, tu les vois. Mais ici, non, c'est juste une simplification. Et l'utilisation de la question d'avant. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché pour moi que pas pour toi, je ne sais pas, mais pas selon moi en tout cas. Après, comme je vous ai dit, je peux me tromper, etc. Ça m'arrive, hein. plus que je ne crois, plus qu'on ne croit. Mais voilà. Ouais, non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Comme ça, les gens peuvent ça me permet de moi réfléchir, ça vous permet de réfléchir, etc., etc. Alors, on vous dit montrer que bidule chouette, on a cette somme égale à un plus petit. Voilà ça. Alors, juste un instant. Alors, alors, en fait, c'est un événement certain, oui, pour une raison simple, c'est que ta variable aléatoire est ta valeur dans grand N. La variable aléatoire z est ta valeur dans grand N, donc P de z supérieur ou égal à 0 est effectivement un événement certain. Parce que de toute façon, bah, si
tu peux avoir que ça, quoi. Tu peux avoir que z supérieur ou égal à 0. Mais merci pour la question. Du coup, pour la 18 petit 1, on vous demande de montrer que la somme est égale à 1 moins P de Z supérieur à N. En fait, on écrit le 1 moins PZ supérieur à N. L'événement contraire, c'est P de Z inférieur à N. Mais vu que c'est un inférieur strict, c'est pareil qu'il y a un inférieur ou égal avec N-1. Et ce fameux N-1, bah, c'est juste la somme de 0 à N-1 des P de Z égale K. Voilà. Et en fait, ça, c'est juste les événements élémentaires. C'est la définition même, c'est la définition de base de cette proba-là, en lien avec les événements élémentaires. Voilà. Bah, en fait, ton Z inférieur à N, moins 1, bah, c'est tous les événements Z égale K de 0 à N-1. Donc, c'est des événements élémentaires, c'est l'union des événements élémentaires. Et du coup, c'est la somme. Parce que c'est des événements élémentaires, donc ils forment un système complet d'événements. Pour cette zone-là, en tout cas. Voilà. Alors, j'en suis à la question 2, je crois. Alors, question 2. On me demande la limite bidule chouette existe et vaut 0. En fait, ça c'est quoi? C'est en fait on sert de la question précédente. La question précédente, on avait ça égale ça. Donc en fait, on fait la somme. On fait la limite de la somme. La limite de la somme, cette somme, c'est la somme. Alors du coup ici, on veut calculer la limite de ce truc-là. Ce truc-là, on le voit ici. Donc plutôt que faire la limite de ça, on va faire la limite de ça. On fait la limite de cette somme-là. La limite de cette somme-là, ça représente cette série-là. Ça représente simplement le fait de l'union, c'est la proba de l'union de tous les événements élémentaires qui forment donc oméga, tout notre espace en fait. Et en fait, la proba de tout, ça vaut 1. Donc, puisque ça vaut 1 et que ça, c'est 1 moins la proba de ce truc, hop, on s'amuse avec les égalités. Et du coup, la proba de Z supérieur à N, c'est 1 moins 1 égale 0. Est-ce que ça va pour cette question? Ensuite, quelle est la nature de la série bidule chouette? Alors, on vous dit, d'après les questions machin, on a ça, tout ça. Alors, attendez, est-ce que je suis sur la bonne feuille, moi? Je suis sur la bonne feuille, oui. Ah oui. Alors, donc, pour ici un peu expliquer, en fait, la somme de ces machins-là, c'est rien d'autre que ln du produit. Ça, c'est parce que ln, c'est un morphisme de R fois dans R+. Et oui, messieurs, dames, n'oubliez pas cette histoire de morphisme, où c'est juste la loi, vous avez l'habitude, et c'est surtout parce que c'est des sommes et des produits finis qu'on peut le faire. La somme des ln, c'est le ln du produit. Ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Ok? Ou non? Du coup, en fait, on fait ça, mais juste de manière plus générale. Et du coup, ce produit-là, d'après les questions d'avant, c'était le fameux P de Z supérieur à N. Et ça, le calcul de cette limite, c'est juste le fait que, souvenez-vous, on a vu avant que ce truc-là, il vaut 0. Donc calculer la limite lorsque n tend vers l'infini de ln de ce truc-là, c'est pareil que calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x. Et c'est moins l'infini. Donc la série diverge. Ça va ou pas pour cette truc-là? On a juste, ici pour le coup, Marinette, si je ne me trompe pas, oui, on a fait un changement de variable, pour le coup. On a fait un vrai changement de variable. Ok, alors, on vous dit que dire de la nature de la série, la somme des lambda n avec n supérieur à 0.
On vous dit, si lambda n ne tend pas vers 0, cette série diverge grossièrement. Ça, c'est rien d'autre que le critère de base de la divergence. Entre ça et ça, disons. Alors, je reviens donc vite fait là-dessus. Le produit ici, dans les questions d'avant, dans la question 17.3, tu avais que le produit là, c'était le P de Z supérieur à N. Donc c'est juste que c'est la même chose par cette question-là. Ici, on fait un changement de variable, on pose x égale P de Z supérieur à N, et on fait le coût de la limite d'une composée. C'est tout. Est-ce que ça va? Alors, pour la question 4, donc, que dire alors de la nature bidule chouette? Si lambda n ne tend pas vers 0, cette série diverge grossièrement. Clairement, si une série a son terme général qui tend pas vers 0, elle diverge forcément. Ça, c'est un des critères, c'est le critère le plus basique de tous. Il faut absolument le retenir. Ensuite, on vous dit, si lambda n ne tend vers 0, cette suite à terme positive est équivalente à la suite moins ln de lambda 1 moins lambda n, bidule chouette. Alors, d'où ça vient ce bazar? Donc les séries bidule chouette sont de même nature, d'après la question précédente, elles divergent. Ça vient d'où? Ça vient en fait juste des équivalences, de l'équivalence, si je ne me trompe pas, entre... alors, je crois que c'est l'équivalence entre x et ln de 1 moins x en 0. Voilà. Ouais, c'est l'équivalence entre ln de 1 moins x et x en 0. Voilà. En fait, c'est une équivalence que si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas la faire. Cette question, moi, je ne connais pas mes équivalents parce que j'ai jamais appris les équivalents. Je m'en tape un peu d'ailleurs. Et du coup, vous ne savez pas. Et voilà. Mais il y avait sûrement d'autres méthodes pour le faire, mais j'en sais rien. Oui, ln de 1. Ouais. Ouais, un truc comme ça, quoi. Non, justement, ton x, c'est ton lambda, si tu veux, Victory. C'est l'équivalence avec un x, par exemple, et puis en fait, tu mets le lambda à la place. Voilà, c'est juste ça. C'est juste une histoire d'un lambda qui est d'une équivalence, en fait, l'une des équivalences qui a prise dans certaines filières, on va dire. Donc voilà pourquoi, en fait. Mais si quelqu'un a une meilleure équivalence, je pense, oui. Il me semble que c'est ça, Yann. Mais il y a peut-être un mélange d'équivalence. Faudrait regarder. Alors non, on a... Alors, on vous dit... Mais oui, t'inquiète pas, Victory, si tu veux, on reverra ça, mais voilà, c'est une équivalence à la con qu'on n'a pas forcément appris. Alors, du coup, 19, enfin. On vous dit, on suppose maintenant qu'il existe un nombre réel C tel que pour tout n, lambda n égale C, ce réel est appelé taux de panne de Z, super. Montrez que 0 inférieur à C inférieur à 1. Alors, en fait, on vous dit c'est la question 17.2, parce qu'en fait, dans la 17.2, on vous dit clairement que 0 est inférieur ou égal à lambda n inférieur strict à 1. Et ici, on vous dit que lambda n égale C. Donc, c'est direct. Il n'y a pas plus direct, hein. Ça c'est ultra direct. Et oui, tu pourrais mettre aussi la question. Alors, on vous dit par la 19.2, pour tout entier naturel, exprimer P de Z supérieur à N en fonction de C et de N. Alors, d'après la question 17.3, c'est le coût du produit avec les lambda N. Donc, en fait, là, il n'y a plus de lambda N. Du coup, c'est des C, enfin des C, pas la mort, D plus loin C. Qui apparaissent, et du coup, c'est un produit de ces trucs-là, c'est tous les mêmes, donc c'est puissance n. Et paf, on est content, et voilà, c'est fait. J'essaye d'aller vite. Question 3, montrer que c'est non nul. Trivial. Alors, si c'est, en fait, on raisonne par l'absurde ici, pas un peu, on raisonne par l'absurde.
Donc on dit si c égale 0, alors pour tout n appartenant à grand N, P de Z supérieur à N égale 1, avec cette égalité-là. Du coup, d'après la question 18.2, en fait, qui était que la limite en question, que cette limite-là valait 0, bah, du coup, on n'aurait que 1 égale 0, on aboutit à une contradiction, donc c'est strictement positif, puisque c était déjà positif dans la question d'avant. Enfin, dans la question 1 de cette machin-là. Voilà, voilà. Alors, question 4, et j'aurais fini. Alléluia. Ou je ne sais plus quoi dans les autres... Bref. Oula, je risque de m'enfoncer très loin, donc excusez-moi. Question 4. En déduire une caractérisation des variables aléatoires ayant un taux de panne constant. Ouh, super. Qu'est-ce qu'on est fan. Punaise, 22 pages de ce truc. Super. Donc, on vous dit le taux de panne de la variable est constant si et seulement si z plus 1 suit une loi géométrique de paramètres machin bidule chouette. Donc, et en implication, en fait, donc ça c'est dans l'énoncé. Et en fait, ici on fait une démonstration avec d'après la 19.3, on vous balance le truc. Et on vous dit qu'on reprend le raisonnement de la question 14. Ne me demandez plus ce que c'était, à cette heure-ci, j'ai déjà oublié. Et on fait une équivalence dans l'autre sens avec la justification que ce machin-là, c'est juste P tout seul. Puis on est content, le taux de panne est donc constant. Voilà, on a conclu et puis on a fini. Voilà, des questions, des journées, des réactions. Pourquoi des journées?